Rina, qui est un nom hébraïque. En fait, né en France, je m'appelais René. René veut dire né de nouveau, qui donne Renate en italien. Mais Rina, c'est les mêmes consonnes, mais pas les mêmes voyelles. Donc c'était facile parce qu'en hébreu, on n'écrit que les consonnes. Et on doit deviner les voyelles. Rina veut dire chanson, veut dire joie. Il y a une très belle citation dans la Bible, un verset qui dit « Ceux qui sèment dans les larmes, ça veut dire dans l'effort, récolteront dans la joie. » Et le mot Rina figure dans ce verset de la Bible. Alors maintenant, j'étais professeur d'hébreu dans un lycée pendant des années, c'est comme ça que j'ai connu Madame Sgaravidze, parce que je prononce comme il faut, avec l'accent tonique là où il faut. Quand on apprend une langue, il faut aussi entendre la musique de la langue, et pas seulement les mots et les lettres. Hein. Donc, je suis professeur agrégé d'hébreu, mais je considère en vacances, puisque au lieu de dire à la retraite c'est terminé, on ne fait plus rien, au contraire, même quand j'enseignais, j'adorais mon métier, et je ne pouvais pas m'en passer, même après, quand on m'a dit à 67 ans il faut s'arrêter, moi j'ai voulu continuer. C'est comme ça que je viens chez vous. Et j'ai fondé une association qui s'appelle Alphabet au pluriel. Donc, vous allez découvrir qu'il n'y a pas un seul alphabet, il y en a beaucoup. Il y en a au moins une vingtaine, sinon plus. Ici, vous avez un classement des langues qui nous intéressent plus particulièrement, les familles des langues afro-asiatiques qui se trouvent ici, à partir de là, afro-asiatiques. Sémitique, c'est la branche avec des petits rameaux, une langue ancienne parlée en Mésopotamie, akkadien, mais après il y aura l'hébreu, puis il y aura l'arabe, etc. Mais nous parlerons beaucoup de l'égyptien, qui se trouve dans la même famille, puisque l'égyptien est en Égypte, qui est en Afrique, mais quelques caractéristiques de la langue égyptienne ressemblent aussi à l'hébreu et à l'arabe. Nous verrons. Et puis, italique, germanique, balte, slave, toutes ces langues en violet, on a de belles couleurs sur ce projecteur, sont classées dans la famille indo-européenne. Alors, l'Inde est tout à fait là-bas, et l'Europe ici. Comment se fait-il qu'on groupe ensemble des langues? Pourquoi? Parce qu'elles ont quelque chose en commun. Mieux que ça, il y a un très grand linguiste qui s'appelle Dolgopolsky. Lui, il a essayé de deviner quelle était la langue à l'origine de toutes ces branches. Même le coréen, l'altaïque, personne n'a entendu parler, mais le grec, oui. Vous voyez ici. Eh bien, toutes ces langues ont peut-être une maman éloignée, hypothétique, qu'on reconstitue en comparant des mots comme maison, papa, maman, poupée. Et il a appelé cette langue hypothétique, qui veut dire qu'il n'existe pas, qu'on ne parle plus, mais qu'on a reconstitué, le nostratique, du mot noster, le nôtre en latin. Et là, ce même linguiste, auteur de la théorie du nostratique, c'est donc une théorie, tout le monde n'est pas obligé de l'accepter, il m'a donné ce document magnifique qui regroupe toutes les écritures du monde, ce qui est totalement différent. Les couleurs que vous voyez là ne correspondent pas à des familles de langues, mais à des familles d'écriture. Qu'est-ce que c'est qu'une famille d'écriture? Par exemple, toutes les langues, les écritures, où il y a des petits traits comme une échelle, ce sont des langues qui ont des écritures complexes. Égyptien, des centaines et des centaines de signes. Il fallait plusieurs années aller à l'école pour apprendre par cœur tous les signes pour écrire. La même chose en Mésopotamie. C'est l'écriture cunéiforme. Les deux écritures, vous découvrirez quand vous étudierez l'histoire avec votre professeur, ont duré quelque chose comme à peu près 3000 ans. Malgré la difficulté,
malgré le temps qu'il fallait pour mémoriser tous les signes et savoir s'en servir. Mais sont arrivés quand même ici, vers 1800 avant Jésus-Christ, vous voyez là il y a 2000, donc 1800, des Cananéens, des habitants du Moyen-Orient, qui ont vu que peut-être on pouvait emprunter des signes aux Égyptiens et créer un alphabet. Cependant, cet alphabet ne note que des consonnes. C'est pourquoi on a mis du jaune poussin, pour dire il n'y a que des consonnes, il faut deviner les voyelles. Et c'est encore le cas en arabe et en hébreu. Mais les Grecs empruntent cet alphabet consonantique ici, vers le 9e siècle avant l'ère chrétienne, et ajoutent la notation des voyelles. C'est l'histoire que je vais vous raconter très brièvement et très rapidement, parce que vous avez des difficultés à vous concentrer. Je vais vous dire de l'essentiel. L'essentiel, c'est d'admirer ces petites étiquettes qui font la taille à peu près d'un timbre-poste. Elles sont plus grandes, là, pour que vous puissiez voir, même du fond de la classe, les dessins. Par exemple, le cobra qui est assis sur le sommet de 2 montagnes. Et ce cobra note déjà un son, dje. Dje, qu'on va retrouver ici, parce que le grand roi, qui s'appelait Ouadji, il a eu droit, quand il est mort, à une très belle stèle, qui se trouve maintenant au musée du Louvre. Au-dessus, est représenté le faucon Horus, qui signifie Dieu, le dieu Horus, protège le pharaon. Le pharaon est presque un dieu et considéré comme dieu. Et là, un cobra qui représente au moins un des sons de son nom. Wadj. Dj. Et là, le symbole, le serer en égyptien, qui veut dire la façade du palais, pour dire qu'il s'agit d'un roi, d'un pharaon. Les Égyptiens empruntent à la nature des objets, des signes. Ils dessinent un roseau et ils prononcent « i ». Ils dessinent 2 roseaux, ils prononcent « ya ». Une petite vague ou un filet d'eau, ils prononcent « n ». Le début du mot « net », on devine la voyelle, on n'est pas sûr, pour dire « eau ». Un bassin d'eau, il prononce « ch ». C'est le début du mot « chi ». On n'est pas sûr non plus, c'est pourquoi il y a un point d'interrogation. Vous pensez bien que les Égyptiens n'avaient pas de magnétophone à l'époque pour enregistrer la parole. Cependant, Champollion, qui a déchiffré en des premiers lieux tous ces signes, on peut dire unilitaires, qui ne notent qu'une seule lettre chez nous et donc un seul son, lui, Champollion, avait entendu à l'église copte à Paris chanter le prêtre et l'auditoire, les croyants qui venaient prier dans cette église. Il les a entendus chanter dans la langue égyptienne ancienne, mais ils n'écrivaient plus avec des hiéroglyphes. Donc ils ne faisaient plus le signe du roseau pour noter le i, ils écrivaient un i comme celui-là, comme nous, parce qu'ils écrivaient leur langue et ils écrivent toujours en grec, avec quelques signes supplémentaires pour noter des sons qui n'existaient pas en grec, mais qui existaient. J'avais les cheveux un peu plus courts, on me voyait mieux les yeux, mais je montre le petit filet d'eau pour indiquer dans différentes colonnes comment ce filet d'eau est copié par les Cananéens et ensuite par les Phéniciens qui font couler l'eau de haut en bas, et donc on a en quelque sorte les premiers signes d'écriture alphabétique. Là, on a un vautour. J'ai dû sauter, hein? Oui. J'ai sauté cette petite vipère qui est très importante. Parce que les Égyptiens entendaient pratiquement F,
et v, fricatives, on les appelle quand on est linguiste, et il dessinait une vipère, et selon le contexte, il prononçait F ou V. Hein. C'est très intéressant parce que cette vipère existe vraiment avec des cornes, et les cornes, en fait, ce sont des antennes qui leur permettent de sentir le pied nu qui part au-dessus d'elle quand elle se cache dans le sable, et elle pique évidemment les pieds nus parce qu'elle sent la chaleur de celui qui marche. Donc c'est un céraste, une vipère à cornes, qui note deux sons très proches l'un de l'autre. Le vautour, c'est un oiseau que adoraient les Égyptiens, tout simplement parce que non seulement il avait de grandes ailes, il montait très haut, mais aussi parce qu'il mangeait les cadavres et que, par conséquent, quand on élimine les cadavres, il n'y a plus de mouches. S'il n'y a plus de mouches, il n'y a plus de maladies. Et il purifiait le territoire. Il le dessine et on prononce au moins 3 voyelles. A, E, O. Et je vous prononce comme ceci pour vous montrer que le vautour n'indique pas la voyelle vraiment comme elle est, mais une attaque. Donc, nous avons déjà des signes alphabétiques, mais qui ont la complexité de noter parfois plusieurs sons. Vous avez compris. Nous aussi, d'ailleurs, le S en français, tantôt note le son S, tantôt Z quand il est entre 2 voyelles. Donc, c'est la position dans le mot qui change la prononciation. Ici, j'ai appelé ça une semi-consonne. Qu'est-ce que c'est? W. Vous l'avez aussi dans le mot oui. Quand vous dites oui, vous n'écrivez pas W-I, mais vous écrivez O-U-I. Donc, déjà les Égyptiens avaient un signe pour noter W, O ou OU. On a la même chose en arabe et en hébreu. En hébreu, on lisait la Bible, on disait W et pas V. Et donc, ce petit oiseau, qui est la caille des blés, note tantôt consonne ou semi-consonne, tantôt voyelle. Là, enfin, nous avons une seule consonne, la consonne M. Et vous retiendrez facilement, puisque la tête de la chouette ressemble à la lettre M. Nous révisons encore, ou du moins, je vous ai classé par catégorie. En fait, plusieurs signes viennent du corps humain. Dans notre alphabet A, B, C, D, E, F, G, vous allez découvrir qu'il y a au départ des images qui sont des parties du corps humain. Donc la main, c'est le D, le pied, B, et la bouche ouverte, R, parce que c'est le début du mot ro pour dire bouche en égyptien, mais comme ils prononcent souvent le R roulé, ils entendent presque comme le L, et au début, ils n'avaient pas de signe différent pour noter le L, ils mettaient une bouche. Regardez la main comme elle est détaillée, avec son pouce, son ongle, on dirait une main vivante. Vous pouvez même dire l'avenir sur cette main qui est gravée dans la pierre. Et de pain coloré en rose, Champollion, vous savez, le déchiffreur de l'écriture égyptienne, avait remarqué que même les couleurs avaient une signification. Là, le pied, on dirait qu'il est bleu, mais en fait, c'est la couleur de la pierre avec une ombre qui rend bleu. Donc, D, B, et là, toute une inscription en colonne, qu'on lit de gauche à droite, mais à l'intérieur de la colonne, nous allons avoir le problème, comment commencer. Le cobra va vers la droite, je lis à la rencontre de la tête. Là aussi, pareil, quand il y a 2 signes, je commence d'abord par la droite et ensuite la gauche. Là, c'est le contraire, puisque la petite caille se trouve tournée vers la gauche, donc je lis de gauche à droite. Champollion a découvert ça. Il a mis 20 ans avant de trouver la solution de ces signes. Et quand enfin il a dit « je tiens l'affaire », ça veut dire « maintenant j'ai enfin compris », il avait appris le grec, le latin, il avait appris l'arabe, l'hébreu, le chinois, mais surtout le copte.
avec un professeur. Il allait à l'église, mais il a demandé au prêtre de lui donner des cours. Vous voyez la petite bouche ouverte? Là, vous avez le cobra et dessous la petite vipère à cornes. Alors, l'œil, vous direz, c'est seulement le verbe voir. Eh bien non. Les Égyptiens ont trouvé le moyen de modifier légèrement. Vous avez regardé avec l'arcade sourcilière. Quand ils ajoutent 3 larmes, cela signifie pleurer. Mais quand ils dessinent, on dirait l'œil d'une dame qui veut attirer l'attention sur ses yeux, elle se maquille, elle ajoute encore ce signe, l'arcade sourcilière, elle la met bien en évidence. C'est en réalité un œil qui impressionne, donc l'œil de la divinité qui voit tout et qui est dessiné très souvent sur les sarcophages. Alors, prenons l'exemple du verbe pleurer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils dessinent une bouche ouverte et je prononce R. Une chouette M. Mais je ne sais pas la voyelle. Rime, ram, roum, que faire? Là, on a mis entre parenthèses, vous voyez, on n'est pas sûr. Et je mets à la fin du mot, puisque je lis de gauche à droite, un signe qui indique ce que veulent dire les 2 premiers signes. Mais c'est phonétique. Est-ce que vous savez que rem veut dire pleurer? Non. Mais vous qui ne savez pas l'égyptien, il suffit de regarder ce signe-là, qui s'appelle un signe déterminatif, qui va vous dire à quelle catégorie appartient le mot, et vous allez deviner pleurer. Le mot pleurer. Mais on le regarde et on ne le prononce pas. Alors, on a encore des signes pour le P, le petit siège, ensuite G pour mettre une jarre dessus et l'incliner. Vous voyez, c'est un siège arrondi dessous pour pouvoir incliner le support de jarre. Là, une petite corbeille pour le que, facile, vous retenez que comme corbeille. Mais vous avez écrit un C, et dans d'autres circonstances, vous prononcez ce. Mais les Égyptiens, eux, ils avaient une seule équivalence, vous voyez, ou 2, mais pas plus. Tandis que là, S pour l'étoffe pliée. L'étoffe pliée, c'est une étoffe qu'on met sur le bras, un côté plus court, un côté plus long, et on va porter dans l'armoire pour la mettre sur une étagère. Alors, maintenant on arrive à l'alphabet. Vous voyez, quand vous êtes tranquille, on avance très vite, et comme ça, vous pourrez savoir qui a inventé l'alphabet. Les Égyptiens avaient des signes, soi-disant alphabétiques, mais n'ont rien inventé du tout que l'écriture. Mais ils ont quand même une avance sur nous, car 3000 ans avant Jésus-Christ, 3300 même, 3250, ils savaient déjà isoler les consonnes. Et nous, qu'est-ce que nous faisons en France? Nous enseignons la lecture avec la méthode syllabique, quand même. Alors, ce sont des personnes qui ressemblent un peu à ceux-là, dessinés par les Égyptiens, qui marchent avec leurs ânes chargés de denrées pour aller les vendre en Égypte, qui s'appellent donc des Cananéens. Eux, les Égyptiens les appelaient les Aramou. Et puis, on a aussi, ils ont avec eux des animaux, même des instruments de musique et un arc. Mais au moins, vous voyez comment les Égyptiens les voyaient. Un peu différent d'eux, et avec une espèce de barbe bien fine, là. Et certains des Cananéens vivaient en permanence dans le désert du Sinaï, comme aujourd'hui les Bédouins. Et quand les caravanes d'ouvriers venaient d'Égypte, envoyés par le pharaon pour aller fouiller dans la montagne et trouver la belle pierre de turquoise, notamment à Srabit el-Khadim, là dans le Sinaï, où je suis allé faire des photos, eh bien, quand ils arrivaient là, évidemment, les Égyptiens leur donnaient des ordres, il fallait quand même qu'ils se comprennent, plus ou moins. On ne sait pas d'ailleurs comment ils... Est-ce que les Cananéens avaient appris l'égyptien ou les Égyptiens savaient comment leur parler? Aujourd'hui, on a l'anglais, par exemple. Et qu'est-ce que font les travailleurs immigrés? Ils savent tout de suite, les Portugais, les Espagnols parler français? Pas tout de suite. Donc il doit y avoir eu un contact entre eux.
Et quand les Égyptiens inscrivaient sur ces magnifiques stèles qui sont encore debout, mais certaines cassées, couchées, parce que ça c'est une photo que j'ai faite justement en 2005. Donc il y a 11 ans, je suis allée toute seule avec les Bédouins et j'ai vu qu'il y avait toute une allée bordée de stèles où les Égyptiens racontaient « Nous sommes venus, nous étions 50, il y avait tant d'ouvriers, nous avons travaillé pendant 3 mois et nous avons trouvé tant de quantité de cuivre et de turquoise. » Donc, eux écrivaient en égyptien, donc cette écriture-là. Mais au fond de la mine, on a retrouvé, incroyable, une toute petite statuette sur laquelle il y avait les deux écritures. Au milieu, l'écriture égyptienne, aimée de Khator, vous voyez la petite vipère à cornes, et Khator, le nom de la déesse, c'est une sphinge, vous allez la voir dans 2 minutes. Pour écrire le nom de Khator, on a maison d'Horus, parce qu'il a perdu sa tête, mais c'est bien un faucon à l'intérieur. Car c'est comme vous dites chat, pot, vous dessinez un chat, vous dessinez un pot, mais ensemble ça veut dire le mot chapeau. Et là, la maison et le faucon, c'est le nom de la déesse Khator. Tandis qu'ici, les Cananéens ont dit, nous on va dessiner de l'eau, mais on prononce M. Parce que le début du mot Maïema, pour dire eau, c'est le M. Alpou, c'est l'attaque, c'est plus le vautour, vous avez compris l'attaque. Le petit homme qui lève les bras écrit Hey, c'est le H aspiré. Et la maison, Baïtou, on a le B. Mais Aheb. Et là, on a le nom de la déesse. Même maison, sauf qu'il n'y a pas le point. Baïtou, on ne prononce que le B. Rainou, l'œil. Rain, en français, il n'y a pas de cette lettre, mais en hébreu et en arabe, oui. Lamdou, l'aiguillon à bœuf, on prononce que le L, première lettre, et Taou, le signe T. Baalat. Donc j'ajoute les voyelles, je les devine. Alors voilà la petite sculpture, elle fait 27 cm, elle se trouve au British Museum. J'avais demandé qu'on me fasse une copie pour pouvoir l'exposer. Alors on m'a fait une copie, mais pas le British Museum. Elle est un peu moins belle, mais au moins on voit que là, comme une bilingue. Ça veut dire dans 2 écritures et 2 langues différentes, comme si les mineurs égyptiens et les mineurs cananéens, tous les deux, dans la même chapelle, remerciaient la déesse d'avoir pu trouver de la turquoise. Donc ici, vous voyez, ici, je l'ai remis là, les Baalat, ça veut dire à Baalat, une dédicace. Bon, on continue. Comment j'ai aussi photographié sur un rocher pour passer d'une vallée à l'autre, sur le col de Bir Nassib, et j'ai trouvé la plus belle représentation du bœuf avec ses cornes, et je l'ai copié dans mon logo. Donc le logo, l'ovale représente le bassin méditerranéen et dedans, la tête de bœuf que les Cananéens copient de l'Égyptien, qui devient Aleph et Alpha en phénicien et en grec, A en latin, Aleph en hébreu et Alif en arabe. Alors là, je vous montre beaucoup plus en détail. Qu'est-ce qui m'a donné l'idée de créer ce logo il y a 25 ans? Un jour, j'ai ouvert l'ordinateur, je ne savais même pas dessiner. J'ai pris n'importe quel petit outil de graphisme, j'ai dessiné un ovale et à l'intérieur, j'ai résumé tout ce que vous voyez là. La tête de bœuf, parce que les Égyptiens dessinaient une tête, ça voulait dire bœuf. Ils n'avaient pas besoin de dessiner tout le bœuf. On appelle ça la partie pour le tout. À partir de cette tête de bœuf, vous voyez l'évolution phénicien, grec, étrusque, latin, et puis une autre évolution par l'araméen qui emprunte au phénicien. Il y a tout un périple, vous voyez, très long, et Madame Ada Yardeni, qui a écrit le livre Aventure Lettres, explique que c'est le geste de la main qui petit à petit, selon
qu'il écrit plus vite, il va aussi modifier la forme de la lettre. Là, on a Aleph hébraïque, aujourd'hui, et on a par l'araméen, avec un intermédiaire nabatéen. Si vous avez vu le film Les Aventuriers de l'Arche perdue, ça se passe à Petra, en Jordanie d'aujourd'hui, et on voit cette écriture, et petit à petit, on arrive à compresser complètement la boucle, on l'écrase, et on n'a plus qu'un seul petit trait pour noter la première lettre de l'alphabet arabe, Alif. Et la même chose pour le B. Donc je vais aller plus vite. Vous avez compris le principe. À partir de la maison, qui ressemble à une maison égyptienne, on a l'évolution. Là, la porte, elle est plus nette. Il n'y a plus les murs. On dirait que c'est vu du ciel. Car les Égyptiens, comme vous avez vu, notaient aussi la maison comme ça. Et on avance et on arrive à la lettre composée de 2 boucles. Tandis que par l'araméen, on arrive à l'hébreu actuel, qui veut dire une maison avec une ouverture vers la droite, puisqu'on écrit de droite à gauche. Et une autre évolution vers le bas arabe. Il n'a presque rien gardé de la maison. On ne voit pas du tout le dessin d'origine. Mais quand on récite Alif Ba, on a quand même aussi le début du mot Bait en arabe et en hébreu Baït. Et désormais, vous ne direz plus que le mot alphabet vient de alphabeta. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'il vient de Albou Baitou. Et donc, bœuf, maison. Et je les ai mis évidemment dans le sens droite-gauche. Mais ça n'a pas d'importance, vous pouvez aussi le mettre dans l'autre sens. Parce que les Cananéens, au début, n'avaient pas fixé la direction. Donc ils écrivaient tantôt de droite à gauche, tantôt de gauche à droite. Maison, père. Vous voyez, c'est pas une seule consonne, c'est 2. Et là, B, bite. Réjouissance, donc. C'est intéressant parce que ce petit bonhomme, c'est celui qui arrive dans le monde de l'au-delà, on baisse son cœur et on lui dit tu auras droit à l'immortalité parce que tu as été gentil toute ta vie. Tu n'as fait que des bonnes actions. Tandis que là, il crie hey de loin pour appeler. Donc on a perdu la signification religieuse et là on tombe dans le profane. Mais ils ont copié le signe, ça leur a donné des idées. Alors là aussi, vous voyez comment ils ont copié. La tête de bœuf là, est un peu plus compliquée mais moins jolie. Et ça, c'est ma préférée. Alors, la tête humaine. Là, c'est une tête d'homme. Bon, il y a même la coiffure. Tandis qu'ici, à peine, on a juste le front, on peut dire le menton, et il prononce Rachou. Donc, on dessine une tête humaine et on prononce la consonne. Dans mon nom, la première, R. Absolument. Donc, vous voyez que c'est à peu près le même principe en égyptien et en cananéen, mais la différence, c'est que ce n'est pas la même langue, donc pas les mêmes mots. Donc, on dessine une vague, et ici aussi, mais là c'est N, là c'est M. Là, on dessine une main, c'est D, mais là, Kaf, pourquoi? Parce que la paume de la main se dit Kaf. Kapou, et donc en hébreu Kaf. Et là, ça c'est la couverture du livre que j'ai choisi, puisque j'ai traduit ce livre de l'hébreu en français, Aventure lettres. On voit très bien l'origine, mais on sait bien que ce n'est pas le N égyptien, parce qu'on voit bien que ce n'est pas régulier, que c'est juste, on pourrait dire un graffiti, un gribouillage. Bon. Et il devient la lettre M. Nous avons gardé 2 vagues. En araméen, regardez comment ça finit par disparaître, et ici il n'y a plus d'eau. Mais si je récite Aleph Bet Gimel et j'arrive à Mem, je sais que ça a un rapport avec Ma Gim, la première et la dernière lettre, M. Et M final, alors là, il n'y a pas d'eau du tout. Par contre, vous voyez là, on a quelque chose de plus rond, arrondi, parce que l'arabe s'écrit uniquement en cursive, et je dis Mim, Mem et Mim. Le nom de la lettre correspond au dessin d'origine, mais pas la forme, d'accord?
Alors, j'étais là, maintenant j'aurais voulu aller là, dans une toute petite vallée étroite qu'on appelle le défilé de la terreur, Wadi al-Khol, et là on a découvert, incroyable, une équipe américaine d'archéologues a découvert cette inscription, qui ressemble parfaitement à ce qu'on a vu dans les mines de turquoise du Sinaï. On voit même un bœuf rigolo avec un œil narquois, un petit bonhomme qui lève les bras, l'eau qui coule de haut en bas et la tête humaine. Vous voyez? Donc petit à petit, l'archéologie vous fait découvrir, ça c'est la même inscription seule, sans les rapports avec l'Égyptien, et là, un seul signe que j'ai photographié, un aiguillon à bœuf, qui est à l'origine de la lettre L. Alors là, vous avez encore une petite vague, voyez l'aiguillon à bœuf, là on dirait une bouche. C'est un pilier qu'ont creusé les mineurs à l'intérieur de la mine. Je vous ai agrandi l'image, vous avez même un poisson en haut. Et là, regardez les têtes humaines, la vague, et ici, maison, bœuf, bœuf maison, aiguillon à bœuf, une vague, c'était la plus longue inscription qui faisait sans doute à peu près 2 mètres de large et 3 mètres de haut. C'était difficile de photographier à l'intérieur. Et là, je fais une photo du détail. On voit beaucoup mieux Alpo Baitu ou Aleph Bet. Vous voyez? Bon. Alors, on va arriver bientôt aux Phéniciens. Parce que dans les manuels d'enseignement avant cette année, il y avait quand même un minimum. Et on parlait peut-être pas des Cananéens, mais on parlait des Phéniciens. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Phéniciens? À partir de ces signes cananéens, là c'est tracé sur un tesson d'argile, bronze moyen, 1800, 1630 avant Jésus-Christ, on dessine encore une main, K, un aiguillon à bœuf, L, une maison, B, mais comment prononcer? Club? Non? Caleb. Donc c'est le nom du personnage qu'on trouve aussi dans la Bible. Et quand vous dites en arabe pour un chien kalb, et que vous entendez en français, ça c'est un petit kleps, un petit chien, un kleps. Hein? C'est en fait un mot d'arabe qu'on a plus ou moins déformé dans la langue française, dans le, on peut dire, dans l'argot. Alors ils s'entraînent, et là un élève, au XIIe siècle avant Jésus-Christ, avant donc que les Phéniciens définissent l'alphabet. Mais on voit pratiquement la forme des lettres telles que les Phéniciens vont fixer. Les Phéniciens habitaient la région qui aujourd'hui s'appelle le Liban, au bord de la mer, au nord d'Israël. Et il a écrit toutes les bandes de lettres de gauche à droite, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, mais vous voyez un A couché, et là, E. Mais en fait, c'est Aleph, donc une attaque, et là, Hey, un H aspiré. Là, vous voyez un rond avec un point, ça ressemble à un œil, on prononce Aïn, et là, T, vous voyez, la Alat. Donc on sait qu'on apprenait l'alphabet en copiant et en recopiant, mais surtout dans l'ordre précis, car chaque lettre a une valeur numérique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et après, il y a 10, 20, 30, 40. Donc les 22 lettres sont utilisées aussi pour noter des chiffres. Et cette inscription, de droite à gauche, est gravé là, dans la pierre, le couvercle d'un immense sarcophage où est enterré le roi de Byblos, qui s'appelle Achirom. Le fils, qui s'appelle Itobaal, a écrit « Surtout, n'ouvrez pas ce sarcophage, car vous serez punis jusqu'à la 3e génération. » C'était pour mettre en garde les voleurs, hein, qu'ils n'ouvrent surtout pas pour voler les bijoux. Et on voit très bien les lettres telles que les Grecs aussi vont emprunter exactement. Mais le rond là, que vous voyez ici aussi,
Ils n'ont pas ce son dans la langue grecque. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils dessinent le rond, mais ils prononcent la voyelle O, absolument. Et le Aleph, ils vont prononcer A. A. Et là, qu'est-ce qu'ils vont prononcer? E, absolument, au lieu du H aspiré. Vous saisissez que le passage d'un peuple à l'autre peut modifier l'utilisation des lettres. Pour le moment, on ne change rien à la forme, on copie tout simplement, mais on l'utilise d'une autre manière. Alors, là, vous avez les 22 lettres, classées de haut en bas, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, parce qu'on ne sait pas très bien comment les Phéniciens prononçaient, mais c'était sans doute tout proche de l'hébreu. Là, c'est Tête, et là, c'est Taf. Alors, on a une croix entourée d'un rond, c'est un T plus doux, et là, un T plus affirmé. Alors là, troisième colonne dans mon tableau, égyptien, cananéen et phénicien, tels que les Grecs empruntent. M, que, y, le yod, et ne, qui commence le mot nachash, qui veut dire serpent. Donc on prend que la première lettre de l'objet représenté. Et là, c'est un petit élève qui avait peur d'être frappé sur les doigts si jamais il n'avait pas appris par cœur au moins les 5 premières lettres. Alors il s'entraîne en hébreu sur les marches d'un palais. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey. Mais moi, grec, si je veux, je peux prononcer le nom des lettres alpha, bêta, gamma, delta, epsilon. On a inventé un alphabet et les Grecs qui faisaient du commerce avec les Phéniciens voulaient aller plus vite pour noter combien de denrées ils avaient, combien ils avaient vendu, combien il leur restait. Alors les Grecs ont dit, on n'a pas d'écriture, on copie les Phéniciens. Seulement, ils ont ajouté, vous avez compris, la notation des voyelles. Ils ne voulaient pas tout le temps deviner A, O, I. Et en hébreu, on continue tout de même à deviner les voyelles. Là, c'est un texte écrit sur un parchemin qu'on a trouvé dans les grottes au bord de la mer Morte. Et je vous montre ici Ata. Bien sûr, je suis professeur d'hébreu, alors c'est facile. Gam, Tzom, Shabbat. Vous voyez? Tandis que là, il y a 4 lettres que je ne dois pas prononcer, car ce sont les 4 lettres qui composent le nom de Dieu. Dans le monde chrétien, on prononce Yahvé ou Jéhovah, mais dans le monde juif, on ne doit pas prononcer le nom de Dieu, par respect. Alors voilà comment on a gravé sur une pièce de monnaie, selon la légende selon laquelle Cadmos, un personnage oriental, un Phénicien, aurait donné aux Grecs, dans une urne, dans une jarre, un parchemin sur lequel il y avait l'alphabet. Ça, je vous l'ai expliqué. Donc le O devient Omicron, Y devient Iota, et là, Aleph devient Alpha. Ça, vous avez compris. Alors, on est presque arrivé à la fin, grâce à vous. Et sur ce vase qui a été offert à un magnifique danseur, avec grâce, qui dansait, on lui a décerné comme une coupe pour le récompenser. Et on a mis ici une phrase qui se rythme un peu comme chez Homère, donc un hexamètre. Et avec le rythme, mais ce qu'il faut remarquer, que c'est écrit de droite à gauche. Car au début, les Grecs écrivaient aussi de droite à gauche. Les Étrusques, qui vivaient à côté des Grecs, faisaient aussi du commerce, ont emprunté et copié les mêmes lettres, mais eux continuent pas à dire alpha, bêta, gamma, eux ils disent A, B et que ici. C'est plus un G, c'est que. Comme nous avons dans camion. Et cette petite tablette, qui n'est pas plus grande que ma main, même plus petite, on pouvait la tenir justement dans la main et dessus les lèvres et copier les lettres pour les apprendre. Donc on voit bien M, on voit bien ici un T,
Bon, un T doux, alpha, bêta, que, je ne sais pas comment les Étrusques nommaient leurs lettres. Parce qu'on ne connaît pas la langue étrusque, on sait comment ils prononçaient, plus ou moins. On a quand même des noms propres qu'on a déchiffrés. Et là, c'est la dernière inscription que je vous montre, la plus ancienne, à Rome, au Comitium, donc, sous le lapis niger, donc la pierre noire. On a gravé sur un site, ça s'appelle comme une colonne, mais qui rapetisse vers le haut. Et en fait, chaque côté a été reproduit de cette façon que vous puissiez lire. Et si vous prenez ici, on lit de gauche à droite, et puis ici, on continue de droite à gauche. Et on repart. C'est le E qui nous donne l'indication. Qu'est-ce qui se passe? On écrit en fait en boustrophédon, ce qui veut dire que on tourne les bœufs au lieu de revenir chaque fois et repartir comme vous le faites. Quand on arrive au bout de la ligne, on repart dans l'autre sens. Et boustrophédon en grec veut dire tourner les bœufs. Donc vous avez compris comment on laboure. Aujourd'hui, beaucoup de langues sont encore parlées autour du bassin méditerranéen. Italien, arabe, turc. Bon, langue de famille altaïque, ils vous montrent comment ils ont mis en rapport italien, espagnol, catalan de la même famille. Après, l'arabe, langue de famille sémitique, ils l'écrivent dans ces petits caractères comme l'hébreu, hein, c'est la même famille. Et puis à la fin, ils ont mis le turc parce que ça n'est pas du tout de la même famille, c'est encore une autre famille. Mais le turc, qui n'est ni sémitique ni romain, ça veut dire une langue romane, a pourtant, avec la révolution d'Atatürk, vers 1928, je crois, adopté l'alphabet latin. Comment vous expliquez ça? Parce qu'il vous laisse tourner vers l'Occident. Donc tout d'un coup, une langue bizarre, difficile à apprendre, s'écrit en caractère latin, comme nous, mais on ajoute des petits signes qu'on appelle signes diacritiques, et votre professeur vous expliquera, c'est par exemple la cédille ou l'accent aigu, ça s'appelle un signe diacritique. Un signe qui fait la différence. La différence entre un « et un « er ». Et en turc, on a des signes incroyables parce qu'on a justement un signe allemand, le umlaut. Nous appelons ça un tréma. Mais eux, ils ont par exemple ceci, comme en allemand, parce que c'est un grammairien allemand qui a donné à Atatürk la méthode pour transcrire la langue turque en latin. Alors voilà, le turc est là. Ou Turquie. Vous voyez, il est gris-bleu, comme ici, comme les Français, les Espagnols, les Portugais, la même couleur, parce que c'est l'alphabet latin. Tandis qu'ici, une immense région utilise l'alphabet vert, donc l'alphabet arabe, tout petit minuscule en violet, l'hébreu, et ici en rouge, l'alphabet cyrillique, inventé par deux Bulgares, Cyril et Méthode. Et donc, on a un alphabet dérivé du grec, mais pour noter les langues. Et là, vous avez la filiation. La filiation, c'est-à-dire bœuf maison, qu'on ne prononce pas en égyptien comme en proto-sinaïtique ou cananéen, c'est Alpou, Baitou. Et ça continue dans différentes directions. Vous avez là le paléo-hébreu qui ressemble parfaitement au phénicien, pas tout à fait, vous voyez, le aleph n'est pas pareil, mais on voit déjà le alpha du grec, sauf que dans mon tableau, j'ai bien sûr mis le grec en caractère d'imprimerie et pas en caractère cursif. Et on a aussi une écriture qui a disparu, le néo-punique, qui dérive du phénicien, mais qui en réalité était écrit en Afrique du Nord, en Tunisie, et elle a disparu. Alors maintenant, je vous montre, pour terminer, le livre, la couverture, vous voyez, Association Alphabet.
et mon nom dans l'eau, bien caché, mais le nom de l'auteur tout à fait en haut, Ada Yardeni. Or, Ada, c'est un prénom, et Yardeni, c'est le dérivé de Jourdain, comme si vous aviez dit Jourdainienne. Et là, la fiche par laquelle je veux terminer, qui résume toute ma causerie. Bien sûr, je n'ai pas pu vous parler de toutes les écritures, mais là, vous voyez ce qui se passe, le latin avec petits trous, et en français, nous avons ajouté des lettres, vous voyez, le J, le K, le V, le W, Y, Z, pour noter des mots qui viennent du grec, par exemple. Ici, vous avez des magnifiques signes difficiles à déchiffrer, parce que c'est du géorgien, et ici l'arménien qui a 38 signes, autant de signes que de sons. Et vous entendez la sonnerie, vous êtes merveilleux. Bravo pour votre silence.